Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. On est samedi, on est en début d'après-midi et je voudrais vous montrer mes lectures en cours puisque j'ai deux lectures en cours. Alors on va commencer par l'autre. Hier soir j'ai terminé le quatrième tome du découpage français. Je vais aller couper la fenêtre. Donc le quatrième tome c'est l'alphabet des créateurs de Ada Palmer. Cette saga dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Le tome 4, en français on a un découpage en 5 tomes puisque en VO il y a 4 tomes. Mais le tome 4 fait 1000 pages alors que les 3 précédents tomes faisaient chacun 450-500 pages. Donc en français l'éditeur a décidé de couper le dernier tome, donc le quatrième tome VO, en 2 tomes en français. Donc là j'ai lu la première partie du tome 4, ce qui correspond donc au tome 4 en français. Je vais attaquer tout à l'heure le tome 5 qui correspond donc à la partie 2 du tome 4. J'adore ces couvertures vraiment. Ah, ils sont trop beaux, ils sont vraiment trop beaux dans la bibliothèque, c'est hyper joli. Ce tome 4 était vraiment exceptionnel. Au début je pensais même que ce serait mon préféré de la saga parce que en fait on m'avait dit que le tome 4 était difficile et notamment que le début du tome 4 était difficile et je dois dire que moi j'ai trouvé que c'était l'inverse, que le début du tome 4 était très accessible. Par contre la fin, je vous avoue que c'est la première fois que je galère autant sur cette saga. J'ai trouvé que parfois c'était vraiment difficile à suivre. En fait dans la première partie, oh là là mais en fait c'est impossible d'en parler sans trop spoiler vraiment cette saga. Mais en fait dans la première partie, donc en fait dans la première moitié du roman, on a un narrateur qui est très pragmatique, qui nous raconte les faits et qui part pas dans des divagations philosophiques, voilà, sur la métaphysique, sur les dieux, les religions, sur les émotions des personnages, enfin bon bref, on s'en tient aux faits et c'est très clair à suivre. Du coup c'est vrai qu'on a des changements, il se passe beaucoup de choses, mais je trouvais que c'était assez limpide, alors que dans la deuxième partie le narrateur part un petit peu en vrille, enfin, c'est à dire qu'on voilà, on a tout cet aspect assez typique de la saga et de ce narrateur là où il y a beaucoup de liens qui sont faits à la philosophie, à la religion, à l'histoire, et c'est vrai que parfois c'est assez difficile à suivre, d'autant plus que l'intrigue se complexifie pas mal quand même parce qu'on a énormément de factions en jeu et qu'en plus on en arrive à des points de l'intrigue qui vont concerner des questionnements pour le coup philosophiques, éthiques, moraux, et il y a plein d'enjeux et en même temps il y a les enjeux personnels des personnages qui vont ça devient un petit peu compliqué, et encore plus compliqué que le narrateur qui nous raconte tout ça. C'est un narrateur qui a tendance à faire des digressions pour nous raconter les choses, à faire des métaphores, à faire bon bref, du coup c'est jamais clair et limpide. Bref, du coup une deuxième partie qui était un peu difficile à suivre, mais alors avec des événements, enfin vraiment il se passe des choses. J'ai été émue aux larmes plein de fois dans ce tome là, je crois que c'est la première fois, bon plein d'autres fois j'ai été émue ou des émotions fortes parce qu'il se passe des choses, il y a des révélations, t'es choquée, bon bref, mais là j'ai vraiment été émue parce qu'on est face à une humanité très fragile, très fragilisée, et en même temps c'était tellement touchant. Il y a des personnages il y a des actes d'humanité qui sont très beaux, très touchants, et en même temps il y a des actes d'humanité qui sont assez terrifiants aussi dans l'autre sens, mais tout aussi humain, tout aussi compréhensible. Et en fait il y a beaucoup de ressorts qui vont se mettre en jeu. Il y a à la fois l'empathie, la compassion, mais aussi la peur qui va être un moteur pour beaucoup de personnages. Sur les 50 dernières pages j'étais en apnée parce que je me suis dit c'est pas possible, enfin vraiment c'était, enfin bref, on va pas en parler 150 ans. Donc voilà, je voudrais commencer le tome 5 tout à l'heure, vraiment j'adore cette saga. Après ça je l'aurai terminé et je dois avouer que je pense que ça va laisser un sacré vide dans ma vie d'avoir fini Terra Ignota, mais j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire et de pouvoir ouais, bon bref. Et sinon j'avance en parallèle dans le deuxième tome de la saga La Dernière Geste de Morgane of Glencoe, donc l'héritage du rail, aux éditions ActuSF dans la collection Naos. Je suis à la page 94, j'ai pas beaucoup avancé parce que je me concentrais sur Terra Ignota, mais j'aimerais bien aujourd'hui lire 100 pages de ça et 100 pages de Terra Ignota tome 5, comme ça me fera bien avancer. Ce tome là aussi est très chouette, je vous avais parlé de cette saga il y a quelques semaines déjà, fin 2022 je crois. Pour refaire un rapide résumé, on est dans de la fantaisie uchronique où en fait la Révolution française n'a jamais eu lieu et où l'Empire français s'est développé jusqu'à ce qu'on arrive à Louis 20, 22, enfin franchement j'oublie les numéros de Louis, mais bref ça fait un petit moment que les Louis et quelques prospèrent sur le trône, et ils ont même transformé le royaume en un empire puisque la France contrôle une grande partie de l'Europe. On est dans un monde où il existe donc 3 grandes puissances, une puissance en Asie qui est le Japon, une puissance en Europe qui est la France, et une puissance au Moyen-Orient dont on ne sait pas grand chose, et on ne sait pas grand chose non plus des autres continents. Et une chose qui a énormément d'importance dans cet univers, c'est les chemins de fer qu'on appelle le rail, puisqu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas voilà, d'autres moyens de transport pour relier
l'Asie à la France, on utilise des chemins de fer et il y a plusieurs grandes lignes de train et chaque train a son capitaine et vraiment à l'intérieur du train c'est comme un microcosme, c'est vraiment une communauté, quasiment une société à part entière avec des règles, avec des droits. Les gens qui font partie du rail ont des statuts spéciaux du fait qu'ils sont absolument nécessaires et que voilà ils sont presque indépendants par rapport aux autres royaumes. Et en parallèle de tout ça on a un élément magique assez cool. On est dans un univers où il existe des faées qui sont donc des créatures surnaturelles dont il existe, alors les faées on appelle ça des faées mais en fait c'est pas tellement des fées, des elfes comme on les imagine. Enfin vous savez en général quand on dit faée ça dans notre imaginaire ça correspond à l'elfe, mais là du coup c'est vraiment un mot générique pour parler de créatures surnaturelles. Et on a plusieurs types de créatures, on a des spectres, on a des feux follets, on a des espèces de sirènes métamorphes, voilà, on a plusieurs types de créatures, j'imagine qu'on les a pas toutes rencontrées encore. Donc voilà pour les bases de l'univers et on va rencontrer un personnage qui est une jeune fille qui est une héritière d'une famille très importante au Japon. Son père est ambassadeur en France et un jour sans raison il va lui demander de faire le voyage de l'Asie à la France sans lui donner de raison. Et en fait à peine arrivée en France elle va découvrir qu'elle a été fiancée au dauphin de France, qu'elle va donc devenir reine de France, sauf que bah elle avait jamais, voilà, ça n'avait jamais été évoqué avec son père et elle se rend bien compte qu'il y a des raisons qu'elle ignore et elle va un petit peu voilà creuser pour comprendre ça, se rebeller, ce qui va la mettre sur la trace d'un groupe de révoltés puisque l'empire du roi de France est plutôt une tyrannie à vrai dire, notamment une tyrannie à l'égard des failles qui sont totalement discriminés, qu'on considère à peine mieux que des animaux et souvent d'ailleurs moins bien que des animaux. Et bref notre personnage qui est cette princesse va se retrouver en contact avec des révoltés, des résistants, notamment des faées et elle va voilà découvrir qu'il se passe plein de choses dans l'ombre de Paris. Voilà pour le tome 1 et dans le tome 2 on continue dans cette lignée. Je peux évidemment pas vous dire grand chose de plus mais pour l'instant ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette saga parce qu'elle a un côté très feel good je trouve dans l'idée, parce qu'en fait il y a beaucoup cet aspect communauté, il y a plusieurs communautés qui existent et nos personnages vont découvrir des communautés, vont s'y intégrer et il y a quelque chose de très touchant je trouve dans, bah voilà, dans ces liens qu'ils vont entretenir les uns avec les autres, dans ce soutien, cet amour inconditionnel qui se donnent les uns aux autres. Je trouve que c'est hyper touchant et dans le premier tome il y a un côté un petit peu utopie que j'avais beaucoup aimé aussi. Alors je sais que pour certains ce passage était peut-être un petit peu long mais moi j'avais adoré et j'espère que voilà on va un petit peu retrouver ça aussi dans le tome 2 parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu donc voilà, bref je vais avancer là-dessus. Voilà pour les deux lectures que je vais avancer ce week-end et puis bah, je vous tiendrai au courant en début de semaine prochaine, enfin la semaine prochaine pour vous dire où j'en suis, ce que j'ai terminé et ce que je lirai ensuite. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Alors rebonjour tout le monde, je vous retrouve, on est lundi et je vous reprends, attendez parce que je viens juste de tourner un book haul, donc le livre dont je voulais vous parler est en dessous de tous les autres. Hier j'ai terminé Terra Ignota, vraiment j'étais un petit peu sous le choc parce que je l'ai terminé à 23 h donc du coup j'ai passé un petit moment comme ça couché dans le lit à me dire waouh j'ai terminé Terra Ignota et à faire voilà, tout rembobiner ce qui s'était passé dans cette saga et franchement bon alors déjà ce tome 5 je l'ai bouffé en 2 jours, je me suis fait 250 pages par jour, c'était hyper bien, c'était passionnant, c'était prenant, c'était émouvant, c'était perturbant, incompréhensible aussi parfois mais c'était vraiment trop bien, j'ai adoré cette saga. Je vais vous faire je pense que cette fois je suis très sérieuse aussi mais pour les fois précédentes je suis sérieuse aussi et je vais faire ces vidéos. Je vais vous faire une vidéo dédiée à Terra Ignota évidemment. Je vous ai dit ça pour le problème à 3 corps, je vous ai dit ça pour Daevabad et je vais les faire. Je vais même les faire prochainement mais vraiment j'ai tellement de choses à dire sur cette saga, c'est tellement... Ah en fait c'est que tu comprends... Dans les derniers tomes, enfin dans le tome 4, tu commences à comprendre vraiment ce que voulait dire l'autrice. En même temps à la fin je me dis, il y a tellement de choses qu'elle voulait dire. Est-ce que j'ai tout bien compris? Bon déjà non c'est sûr que non, j'ai pas tout bien compris. Mais c'est une saga que j'ai hâte de relire en fait. Puisque je sais qu'en la relisant je clarifierai ce que j'ai pas compris. Et je comprendrai plus précisément ce que voulait dire l'autrice. Alors c'est pas qu'il y a forcément il y a un message, mais c'est pas que ce message là, c'est... Enfin bref c'est difficile à expliquer mais bref j'ai passé un super moment même si je dois dire que ce tome était... Enfin tome 4 et 5 en français donc le tome 4 en VO il est quand même franchement gros, il est un petit peu long et il y a des moments où ça va très vite et d'autres moments où ça va franchement lentement. Donc c'est un rythme qui est un petit peu bizarre et auquel j'ai pas toujours réussi à me faire, je sais pas, j'ai trouvé que parfois il y avait des longueurs, j'ai trouvé que parfois ça allait un petit peu vite. Autre chose qui a compliqué ma lecture c'est que vraiment... Parfois le narrateur il part loin, il part vraiment très loin mais
à la fois c'est passionnant parce qu'on rentre dans les méandres d'un cerveau pas franchement en forme, mais qui est aussi plein d'hallucinations, plein d'idées sur la philosophie, sur les dieux, sur la religion. Enfin c'est vraiment un bordel dans son cerveau et parfois on rentre dedans et c'est passionnant, c'est exigeant parce qu'il faut réussir à suivre. C'est un narrateur qui fait des phrases alambiquées comme ça, faut réussir à suivre, à comprendre ce qu'il veut dire et en même temps, enfin je sais pas comment parler de cette saga, là voilà, c'est encore un petit peu trop frais, mais vraiment cette fin de saga était très très chouette. J'arrive pas à savoir est-ce que je suis déçue ou pas. Non, je suis pas déçue, mais est-ce que je m'attendais à autre chose? En fait c'est à dire que quand tu commences la saga tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas où tu vas et tu t'attends pas à cette fin là, enfin c'est difficile d'imaginer. Est-ce que j'attendais autre chose? Est-ce que je m'attendais à ça? Je sais, enfin je suis un petit peu déboussolée parce que waouh, j'ai fini. Et j'ai l'impression que ma vie est tellement plus riche maintenant que j'ai terminé cette saga, enfin depuis que j'ai commencé cette saga. Mais en même temps, est-ce que je voudrais plus? Peut-être j'aurais voulu, franchement peut-être j'aurais voulu un petit peu plus, peut-être que je m'attendais un peu à autre chose. Mais il n'empêche que c'était vraiment excellent et que voilà, bon bref, tout ça pour dire que j'ai terminé Terra Ignota, on va pas en parler 150 ans puisque de toute façon je peux rien vous dire de plus précis pour l'instant, donc voilà. Sinon attendez, parce que là encore l'autre livre dont je voudrais vous parler il est tout en bas de la pile. Du coup j'avais commencé donc le deuxième tome de La Dernière Geste, donc L'Héritage du Rail de Morgane of Glencoe. Je suis à la page 100 et donc ça va être ma lecture en cours pour cette semaine. Je voudrais avancer tranquillement là-dedans et je pense qu'après je lirai, et après donc je lirai un de ceux-là, donc soit La Cité Diaphane, soit La Lune Tueuse de N.K. Jemisin, parce que c'est vraiment les deux romans qui me font le plus envie, qui sortent tout prochainement en plus, donc comme ça vous, si j'arrive à sortir la vidéo prochainement, ça vous permettra de, bah voilà, peut-être d'aller les chercher à leur sortie, enfin j'en sais rien. Peut-être La Lune Tueuse ou peut-être, oh je sais pas, bon l'un des deux, franchement j'arriverai, je me déciderai le moment venu. Et puis voilà du coup pour mes lectures en cours. Et j'arrive pas à croire que j'ai fini Terra Ignota. Alors rebonjour tout le monde, on est vendredi matin et je vous reprends rapidement pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. Je crois que ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Alors je sais plus c'est quand la dernière fois que je vous ai pris, mais il me semble que je vous ai dit que j'avais terminé Terra Ignota et que j'avais commencé le tome 3 de La Dernière Geste, du coup Ordalie. Si c'est pas le cas, bah voilà, j'ai commencé le tome 3 de La Dernière Geste. J'ai pas trop avancé pendant quelques jours parce que j'avais pas le temps et là j'arrive tranquillement à la page 200, donc à peu près il fait combien de pages? Il doit faire 500 pages et quelques. C'est vraiment des romans qui se lisent extrêmement bien, extrêmement vite. Vraiment les deux premiers je les ai dévorés et celui-ci quand je vais prendre le temps de me plonger dedans, à mon avis il va pas faire long feu non plus. J'aime toujours autant cette lecture parce que j'adore le sentiment qu'elle donne de quelque chose de... C'est vraiment une lecture très réconfortante. C'est hyper agréable parce que c'est fluide, les personnages sont attachants, l'univers est sympa et en même temps il y a beaucoup il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de fraternité, beaucoup d'amitié, de relations très douces comme ça, ce qui fait que c'est vraiment une ambiance hyper feel good. Je m'attendais vraiment pas à ça en commençant la saga, mais c'est vraiment une excellente surprise pour ce côté, ce mélange de tous les univers, le steampunk, la mythologie japonaise, la mythologie celte et puis plein de choses aussi sûrement que j'identifie pas, et ce côté très réconfortant, j'aime beaucoup. Donc voilà, et en plus de ça il y a une intrigue quand même assez sympathique. Alors nous en tant que lecteurs on voit quand même les fils alors que les personnages ne... Nous en tant que lecteurs on voit quand même les gros fils de la narration alors que les personnages ne les voient pas. Mais c'est très agréable à suivre et franchement c'est... Enfin j'adore, j'aime vraiment beaucoup et je vais être triste quand je l'aurai fini puisque ça voudra dire que le tome 4 n'est pas sorti, il faudra attendre la suite. Donc bon voilà, bon bref du coup voilà j'avance ça. Et sinon l'autre soir j'ai lu La Vraie Vie d'Adeline Dieudonné, j'ai vraiment adoré. C'était une recommandation de Floris de la chaîne Flowfly, si vous le connaissez pas encore vraiment foncez voir sa chaîne. Moi je regarde pas beaucoup ses vidéos je dois l'avouer parce qu'il ne lit quasiment que de la littérature blanche et même si j'y reviens doucement à la littérature blanche, déjà je regarde pas énormément de vidéos de YouTube du livre pour être honnête. Quand je regarde YouTube je regarde beaucoup des trucs de... Je regarde beaucoup des vidéos de couture, voilà de trucs comme... Enfin assez peu de livres finalement donc du coup enfin bon mais je regarde quand même quelques-unes. C'est un gars qui est hyper gentil, je l'aime trop, il lit beaucoup et tout, enfin bon bref c'est lui qui m'avait recommandé ça et j'ai vraiment adoré, c'était excellent, j'ai passé un super moment. C'était vraiment une lecture avec une ambiance très glauque mais le glauque n'était pas profondément déprimant puisqu'en fait on a un personnage qui est une enfant qui grandit un petit peu, ça se passe sur quelques années, peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça, qui est un personnage tellement porteur, tellement plein d'espoir qu'elle amène quelque chose qui transcende le glauque en fait, je sais pas comment dire. Alors pour l'histoire on va suivre une enfant qui doit avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça, qui vit avec sa mère, son père et son petit frère et bref notre personnage du coup est très attaché à son petit frère qui doit avoir 2 ans de moins qu'elle, ils sont vraiment très proches tous les deux, heureusement pour eux parce que du côté de leurs parents c'est pas
franchement joyeux puisqu'on a une mère très effacée face à un mari violent qui est chasseur, qui est absolument omnibulé par la chasse, au point qu'ils ont une chambre dans la maison qui est entièrement dédiée à ses trophées de chasse. Donc il y a des têtes d'animaux, des animaux empaillés, bref toutes les créatures qu'il a tuées en photo, démembrées, enfin bon bref, un endroit hyper sympa de la maison. Et voilà, le père est absolument passionné de chasse, une passion dévorante, il y pense absolument tout le temps. C'est un homme qui est vraiment qui n'est vraiment pas très sympa. D'ailleurs j'annonce tout de suite, il y a des trigger warnings, je vous les mets en barre d'infos, tout en bas de la barre d'infos. Donc voilà, ceux qui ne veulent pas voir, vous ne verrez pas à moins d'aller voir. Une atmosphère familiale déjà pas très joyeuse, même plutôt très pesante la plupart du temps. Et ça va empirer au cours d'un été, un été qui va tout changer, dans lequel il va se passer une succession d'événements qui vont faire que notre personnage, donc la jeune fille, j'ai oublié le nom, je suis même pas sûre qu'il donne son nom à un moment, mais bref, va s'éloigner de son petit frère. Enfin, ils vont se retrouver éloignés et elle va se lancer dans un projet pour récupérer son petit frère. Et en gros c'est ça qu'on va suivre, on va suivre bah voilà, les événements qui vont déchirer la famille, qui va suivre le quotidien de notre jeune fille et comment elle va essayer de récupérer son frère. Et c'était vraiment hyper bien écrit, vraiment. L'autrice a une écriture que j'ai beaucoup aimée, qui est très elle fait beaucoup de métaphores. Il y a beaucoup de métaphores partout, mais ça pourrait être très lourd et je trouve que ça ne l'est pas, parce que les métaphores ont toujours un petit quelque chose d'assez inventif et d'un petit peu et qui collait très bien à la personnalité, enfin en tout cas au côté enfantin, puisque c'est notre personnage qui nous raconte l'histoire et du coup elle a une espèce de voilà d'élan un petit peu plus jeune quoi. Et je trouve que l'écriture d'Adeline Dieudonné retranscrit très bien tout ce qui retranscrit très bien tout ce qui est lié à l'enfance, donc à la fois notre personnage et sa manière particulière de s'exprimer avec des métaphores bah voilà que fait un enfant, que ferait pas un adulte, mais aussi tout ce côté un petit peu cette dilatation du temps, vous savez ce truc quand on est enfant où le temps c'est... Voilà, on n'est pas encore, notre cerveau n'est pas fini, hein, donc du coup le temps et l'espace c'est vraiment, c'est pas voilà comme quand on est adulte et que le temps c'est machin, l'espace c'est... Enfin bon bref, vous voyez l'idée. En fait c'est assez paradoxal parce que c'est très glauque, il se passe des événements horribles, il y a même des scènes vraiment terribles dans ce roman, mais il y a quelque chose de très solaire, de très voilà l'essence de l'enfance et toutes les bonnes choses de l'enfance réunis là-dedans, enfin bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très prenant. C'est un livre qu'on dévore déjà parce qu'il est très court, mais aussi qu'à partir du moment où on le commence, on est pris dans cette ambiance familiale, on est pris auprès de ce personnage, on n'a qu'une envie, c'est de voir les choses s'arranger pour elle. Enfin bon bref, c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Je vous mets les trigger warnings en bas de la barre d'infos et voilà, je pense que je vous ai dit la moitié de ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Donc voilà pour mes dernières lectures. Je vais continuer tranquillement Ordalie, je pense que je vais le lire assez vite puisque voilà, je vous l'ai dit, c'est des livres vraiment qui se lisent très bien. Demain on part quelques jours dans ma belle famille, donc je pense que je vais prendre quelques livres. Alors j'aurai pas ma liseuse tout à l'heure, normalement je vais en ville, à moins d'un changement de programme j'y vais avec Héloïse et je pense que je vais en profiter pour aller à la librairie et prendre le tome 3 de la trilogie La Maison des Jeux là, de Claire North, dont je vous ai déjà pas mal parlé dernièrement. J'aimerais bien voilà le prendre, terminer la trilogie, j'ai vraiment très hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Alors rebonjour tout le monde, on est samedi soir finalement, je suis pas encore partie dans ma belle famille, on partira que demain. Je vous montre pas ma tête puisque j'ai passé la journée en pyjama. Tout à l'heure j'ai terminé Ordalie, le tome 3 de La Dernière Geste, et j'ai vraiment adoré ce tome 3, c'était super bien, c'était super prenant. On termine sur un gros événement, donc j'avais qu'une hâte, c'est avoir le tome 4 sous la main, mais malheureusement il n'est pas encore sorti, il devrait sortir courant 2023. Je crois que c'est la sortie pour laquelle je suis le plus impatiente parce que j'ai vraiment trop hâte de retourner dans cet univers. Donc voilà, j'ai terminé ça et comme demain on part forcément d'une seule main, j'y arrive pas. Alors... oui, du coup je disais qu'on part 4 jours, j'ai pris un petit peu plus que pour 4 jours, enfin j'en sais rien, je sais pas trop si j'aurai le temps de beaucoup lire sur place. J'ai donc pris La Cité diaphane de Anouk Faure et j'ai pris ensuite... ah mais j'ai pris tout ça pour... ah oui bon ça va, j'ai de quoi faire en fait. J'ai pris le recueil de nouvelles Unlocking the Air de Ursula Le Guin et j'ai pris les achats que j'ai fait hier... avant-hier, oui avant-hier, et que je vous ai pas montré du coup. C'est un roman de littérature blanche que nous confions au vent de Laura... mais qu'est-ce que vous faites là? Bref, de Laura Imai Messina, qui est un récit dans lequel on va suivre une femme au Japon qui a perdu sa mère et sa fille pendant le tsunami de 2011 et qui va partir un petit peu... sur leurs traces, mais pas vraiment, enfin bon bref. C'est un roman que j'ai pas mal vu passer sur Instagram parce que la maison d'édition a fait pas mal de promos et comme ça se passe au Japon, ça m'a donné très envie. Il est très court, donc voilà, je pense que je vais lire ça ce week-end. À la librairie Le Maître, qui est donc le 3e tome de la trilogie La Maison des Jeux de Claire North, qui est voilà comme les autres, qui doit faire 150 pages, donc voilà, pareil, j'aimerais beaucoup lire ça et terminer la trilogie. Et j'ai pris une autre novella de chez Une Heure Lumière, j'ai pris Un pont sur la brume de
Kij Johnson, qui est un court récit qui me fait très envie, que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment. Donc voilà, j'aimerais bien avancer là-dessus. Et je pense que je vais commencer La Cité Diaphane ce soir. Là, je vais aller me doucher, je vais aller me mettre au lit directement, donc je vais pouvoir commencer ça. Et puis voilà. Rebonjour tout le monde, alors du coup je vous retrouve, on est jeudi, on est en fin de matinée et je vous reprends après quelques jours d'absence puisque j'ai passé quelques temps dans ma belle famille. Et c'était très cool d'ailleurs, au retour on s'est arrêté à Dijon et j'en ai profité pour aller à Gilbert Joseph puisque c'est vrai qu'à Mulhouse on a des chouettes librairies mais on n'est pas du tout gâté en livres d'occasion. On a une toute petite librairie d'occasion mais ils ne font quasiment pas de fantasy ou de SF, donc c'est vrai que j'y vais quasiment jamais. J'ai dû y aller 2-3 fois depuis que je suis là. Et bref, du coup je savais qu'à Dijon il y avait un Gilbert Joseph et j'avais très envie d'y aller, donc du coup on y est allé hier matin avant de repartir et j'ai fait un gros stock de livres. Alors je vais pas vous montrer puisque j'en ai marre, voilà, on va pas faire que des book hauls sur cette chaîne. Je vous les montrerai sur Instagram ou alors je vous insérerai une photo, oui je vous insérerai par ici les couvertures de ce que j'ai pris. C'était, il y avait un chouette, il y avait pas mal de trucs, franchement j'étais contente. Par contre j'y allais, je voulais trouver du Ursula Le Guin dans les anciennes éditions parce que je suis pas fan des nouvelles éditions de chez Livre de Poche et ils en avaient plus. Je pense que du coup peut-être que Livre de Poche a rappelé toutes les anciennes couvertures. Enfin bref, je voulais absolument du Ursula Le Guin, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais quoi d'autre? Je voulais du Sarah Waters aussi, alors là pour le coup plutôt en littérature blanche, mais j'ai pas trouvé non plus. Mais j'ai trouvé des trucs, donc voilà, bref je vous mets tout ça par ici. C'était très chouette. Guillaume s'est pris un livre aussi, un énorme pavé, le truc vraiment il est gigantesque. Alors j'ai pas pu énormément lire dans ma belle famille puisque bah voilà, on était occupés, on était en famille, on faisait d'autres trucs, mais j'ai quand même pu lire 2 livres ces derniers jours, 2 livres qui sont d'ailleurs plutôt des déceptions, enfin pas enfin si, une déception ici, malheureusement je suis très triste de vous dire que c'est une déception. Ici c'est pas vraiment une déception parce que je m'attendais pas à grand chose non plus, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux. Bon bref, un petit peu entre la déception et la non déception, enfin bon. Bref. Alors j'ai lu le tome 3 de la trilogie Le Maître des... La Maison des Jeux pardon de Claire North, et donc du coup le tome 3 Le Maître, c'est une trilogie, c'est une... Bah je vais pas m'en sortir. C'est une trilogie dont je vous ai déjà beaucoup parlé parce que j'avais vraiment adoré les 2 premiers tomes et je pensais que la trilogie dans son entier serait un coup de cœur, mais je dois dire que malheureusement ce tome 3 ne m'a pas énormément convaincue. Alors c'est un peu étonnant parce que à la fois ça fait passer un bon moment de lecture. Claire North a une écriture très prenante, c'est divertissant, elle a une manière de narrer qui rend les choses très vivantes. On a un jeu sur les points de vue et sur la narration. En fait d'un côté on a un narrateur omniscient mais aussi on a un point de vue de personnage qui n'est pas omniscient et du coup il y a des jeux entre les deux que je trouve pas mal fait du tout. Enfin bref, c'est vraiment, elle a une narration très intéressante, enfin, c'est bien écrit, c'est bien fait, mais au niveau du contenu ce tome 3 m'a un petit peu déçue. Et vu la direction que prenait l'intrigue, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus explosif pour ce tome 3 et finalement j'ai trouvé que ce tome 3 reprenait beaucoup trop le tome 1 et le tome 2 déjà, surtout le tome 2. Tout le début du tome 3 pour moi ça ressemble beaucoup trop au tome 2, donc c'était décevant parce que c'était un petit peu redite. C'est toujours bien écrit, bien fait et tout, mais du coup ça manquait de nouveautés. Finalement ce tome 3 manque énormément de nouveautés, je trouve. Il n'apporte pas grand chose à ce qu'on avait déjà et c'est très dommage parce que justement on s'attendait avec ce tome 3 à avoir les nouveaux éléments qui rajouteraient beaucoup de choses finalement même au tome précédent, et finalement ce tome 3 rajoute pas grand chose à l'histoire. Enfin vraiment je sais pas, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je m'attendais à pas mal de réponses, pas mal de voilà d'éléments pour qu'on comprenne mieux la maison des jeux, son origine et tout, et finalement on a 2-3 trucs mais je trouve que c'est un peu survolé et puis surtout ces éléments arrivent tout à la fin. La première partie est longue, alors nécessaire à certains points de vue, mais je sais pas, enfin je l'ai trouvé pas très bien équilibré, pas toujours bien rythmé. Et en plus les informations qui arrivent sont je trouve un petit peu décevantes, enfin je m'attendais à autre chose, voilà, il y a... Finalement on découvre un petit peu l'origine de la maison des jeux mais assez vaguement, et on comprend que c'est... qu'il y a 2 philosophies qui s'affrontent, finalement 2 idées de l'humanité qui s'affrontent, et que la maison des jeux fait partie d'un de ces camps, et on voilà, bon c'est pas inintéressant mais en même temps je trouve pas ça hyper transcendant et je sais pas, voilà, je m'attendais à mieux. Je trouve que le personnage on s'y attache pas autant qu'aux 2 premiers personnages, alors pourtant c'est un personnage qu'on connaît puisqu'on l'a vu apparaître dans les 2 premiers tomes. Donc je m'attendais à beaucoup plus d'enjeux émotionnels et finalement je suis passée totalement à côté des enjeux émotionnels de ce tome. Alors il y a du divertissement, c'est prenant, c'est voilà, il se passe des choses, mais comme on n'a pas assez d'éléments privés sur le personnage, je trouve que ça passe un petit peu à côté. Alors que les 2 premiers tomes j'avais justement réussi à accrocher au personnage qui avait une vraie... un truc finalement, et là non. Alors enfin il y a une information qu'on apprend à la toute fin
pardon, il y a une information qu'on apprend à la toute fin. Je pense que si on l'avait apprise avant et que l'autrice avait un petit peu plus joué là-dessus, ça aurait été mieux fait, enfin ça m'aurait en tout cas mieux convaincu, parce que là non seulement l'information s'en doute un petit peu, mais du coup elle est pas assez exploitée parce que ça arrive à la toute fin. Bon bref, du coup ça n'empêche que c'est une très bonne série, que c'est hyper intéressant, que le concept est très cool, mais bah voilà, déçue de ce tome 3. Par contre j'ai adoré les 2 premiers tomes, donc ça n'empêche que je vous encourage quand même vraiment à découvrir tout ça. Et d'ailleurs je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes, enfin du coup j'en ai un peu parlé sur Instagram avec d'autres personnes, je crois que ce tome 3 fait pas l'unanimité, il y a vraiment des gens qui sont hyper fans et des gens qui comme moi ont été franchement déçus. Donc bah écoutez, à vous de voir et puis de vous faire votre avis sur ce tome 3 si ça vous intéresse. Voilà, et ensuite j'ai lu Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina. On va suivre une femme du coup qui vit à Tokyo, qui est animatrice de radio et qui a perdu sa mère et sa fille dans le tsunami de 2011, voilà, au-dessus de Tokyo, et qui n'a pas de conjoint, qui se retrouve donc très seule avec un deuil très lourd qu'elle n'arrive vraiment pas à faire évoluer. Enfin bref, ça c'est pas la grande forme. Et un jour, pendant qu'elle travaille à la radio, elle va entendre parler du téléphone du vent qui se situe je sais plus trop où. Il y a en fait une cabine téléphonique dans un jardin en haut d'une jolie colline, enfin bref un endroit très joli, et en fait ce téléphone envoie les paroles des personnes au vent, donc aux défunts. Depuis le temps que ce téléphone existe, c'est devenu un endroit où beaucoup de gens viennent se recueillir et en profitent pour parler aux personnes qu'ils ont perdues, parce que ça leur permet de retrouver une proximité avec leurs défunts, enfin de communiquer voilà, avec les personnes qu'ils ont perdues. Elle va donc entendre parler de ça pendant qu'elle travaille à la radio et elle va décider d'y aller, et en arrivant sur voilà, à l'endroit où se trouve le téléphone, elle va rencontrer, comment il s'appelle Elle va donc rencontrer Takeshi, qui est un homme à peu près de son âge qui élève seul sa petite fille puisque sa femme est décédée de maladie. Ils vont donc se rendre ensemble à ce fameux téléphone, ça va bien se passer, ils vont donc décider d'en faire une visite régulière. Et voilà en gros ce que ça va raconter, comment notre personnage principal va faire face à son deuil, comment la rencontre de Takeshi va modifier sa vie, va changer des choses, puisque bah voilà, ils sont tous les deux face à un deuil, face à des questions de parentalité, puisque elle était maman, elle a perdu sa petite fille, lui il se retrouve seul avec sa petite fille. Alors je m'attendais pas à grand chose, mais quand même c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur Instagram, parce que je crois que les éditions en ont fait pas mal la promo, et je m'attendais à un truc plus émouvant, plus bouleversant, et finalement j'ai trouvé que c'était sympa mais sans plus. Ce que j'ai bien aimé, c'est déjà le fait que ça se passe au Japon et qu'on ait plein de petits morceaux voilà, de vie, de culture japonaise dedans, puisque l'autrice est mariée à un japonais, donc c'est quand même, elle doit vivre d'ailleurs au Japon, je sais plus, enfin bon bref, en tout cas c'est une culture où on voit qu'elle connaît. Alors on rentre pas dans les méga détails, mais voilà, il y a plein de petits morceaux de Japon dedans, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que comme nos 2 personnages vont devenir des habitués de cette cabine téléphonique et de voilà des choses qu'il y a autour, ils vont rencontrer le reste de la communauté de cette cabine téléphonique. C'est bizarre de dire cabine téléphonique, puisqu'en fait ils vont découvrir qu'il y a plein de personnes qui viennent au téléphone du vent, et ils vont faire la connaissance de certaines de ces personnes. Ils vont louer voilà des relations, des amitiés, et c'était chouette de découvrir le parcours d'autres personnes, d'autres tranches de vie en fait, d'autres histoires, bah souvent tragiques hein, puisque s'ils viennent là c'est qu'ils ont perdu quelqu'un, mais ça c'était chouette. Par contre ce que j'ai moins aimé, c'est finalement ce qui concernait nos 2 personnages principaux. Par certains aspects c'était chouette, c'était assez doux, mais en même temps je trouve que en fait finalement c'est un livre qui aborde énormément la question de la parentalité. C'est pas forcément des sujets qui m'intéressent énormément, et là j'ai trouvé que c'était omniprésent, même au point que certains autres aspects passaient totalement à la trappe, et notamment ça m'a gênée dans la relation des 2 personnages qui va quasiment à 80% se concentrer sur la question de la parentalité, alors qu'ils avaient beaucoup d'autres choses à découvrir, enfin à échanger. Je sais pas, ça m'a un petit peu rendu perplexe, voilà, ce déploiement de la thématique. Je m'attendais pas trop à ça. Voilà, je sais pas, j'ai pas franchement été transportée, j'ai pas été émue plus que ça. Alors forcément il y a des trucs émouvants, donc bon ça touche un peu, mais pas plus que ça. Voilà, c'était une lecture sympa, mais sans plus comme je vous le disais, donc voilà. Et sinon j'ai commencé La Cité diaphane de Anouk Forme. Alors j'avance à 2 à l'heure, je suis à la page 30, oui, parce qu'en fait je l'ai commencé quand j'étais dans ma belle famille et je me suis chopé une gastro, donc autant vous dire que j'étais pas hyper d'humeur à lire ça, surtout que le début est très descriptif. Et c'est vrai que alors c'est pas qu'il faut se concentrer parce que c'est de la description, donc il se passe pas des trucs de fou, mais si tu veux prendre le temps de t'immerger, de te mettre bien dans l'ambiance, quand même être un petit peu disponible et avoir un petit peu du temps pour lire, pour se poser et tout, donc là c'était pas le cas. Là j'ai tellement peu avancé que pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose, mais je pense que je vais continuer ça aujourd'hui. Hier on est rentré, comme on avait acheté des livres à Gilbert Joseph, fallait que je les remette dans la bibliothèque, et je sais pas pourquoi j'ai voulu tout refaire la bibliothèque, et je me suis retrouvée à faire un grand chamboulement de la bibliothèque, et j'ai rempli 3 sacs de courses avec des livres que je veux pas garder, donc voilà.
voilà, j'ai encore fait un gros tri, je suis contente parce qu'en fait si j'achète beaucoup de livres en ce moment, enfin c'est voilà, je vous ai dit j'ai fait des achats à Gilbert Joseph, avant ça je vous avais fait un book haul, avant ça j'avais acheté des livres et tout, c'est que je suis dans un gros renouvellement de ma pile à lire, puisque c'est vrai que ma pile à lire me correspondait plus trop, correspondait plus à mes envies, et il y a des livres que je gardais, regardez qui vient là, coucou mon cœur. Donc des livres que je gardais depuis un moment en me disant bon ça j'ai pas envie de le lire maintenant mais je voudrais certainement le lire plus tard, et c'est vrai que dans l'absolu je voudrais certainement le lire plus tard, mais je me suis dit allez j'enlève tout puisque ça prend de la place, enfin on a de la place dans la bibliothèque mais je sais pas, j'avais pas envie, déjà j'ai commencé à paniquer, je me suis dit mais le poids que ça fait ce meuble, j'avais peur que l'immeuble s'écroule sous tous les livres, enfin c'est bête c'est quoi, mais bref je me suis dit je vais me débarrasser des livres que je compte vraiment pas lire cette année ou l'année prochaine, et puis si un jour j'ai vraiment envie de les lire, et bah j'irai les racheter, voilà c'est pas grave, c'est des livres qui sont disponibles à foison en occasion et qui sont de toute façon souvent réédités. Voilà, c'est des livres que dans tous les cas si je veux lire je les retrouverai, donc je me suis débarrassée de tout ça, je me suis débarrassée de pas mal de beaux livres aussi, de vieilles éditions que j'avais commencé à collectionner, que j'avais voilà chiné un petit peu partout, et finalement j'ai plus envie d'avoir ça chez moi, ça fout. Voilà, en fait là on a deux bibliothèques, enfin en fait là on a deux bibliothèques qui sont déjà pas mal grandes, et tant qu'on est ici j'ai pas envie que ça déborde beaucoup plus que ça, enfin en tout cas pour l'instant j'ai pas envie de trop déborder. On a déjà pas mal de places dédiées aux livres, donc j'aimerais bien que ça déborde pas davantage, donc voilà j'ai fait du tri, et le petit chat vient de se mettre maintenant, mais j'allais bouger le bébé. Donc voilà, je sais plus ce que je disais du coup avec tout ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Toi aussi t'aimes bien qu'on fasse le tri de la bibliothèque? Voilà bref, du coup je vais déloger le petit chat, je vais ranger les livres et je vais vous montrer la bibliothèque. Désolée mon bébé. Oh là 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 là, pauvre petit chaton. Alors voilà du coup à quoi ressemble la bibliothèque. Je sais pas si vous allez beaucoup voir le changement parce que finalement c'est juste beaucoup de livres sur des étagères, mais en fait avant les livres de poche, alors en fait ici, là, avant il y avait tous les Brandon Sanderson et je les ai entassés par ici, du coup voilà, j'en avais un petit peu marre de les voir, je les ai mis ici et j'ai mis le reste ici. Donc là c'est tous les livres de poche en poche que j'ai mis sur deux rangées. Je pense que dans le futur je serai amenée à faire ça à d'autres endroits. Là l'étagère c'est là, ici il y a beaucoup de Brajlon et pour le coup ceux-là ils sont pas très bien rangés, faudrait que je m'en occupe. En fait ce que j'avais envie de faire c'était de mettre davantage certains livres en valeur parce que j'en avais marre de voir toujours les mêmes. Notamment j'avais envie de mettre les éditions La Talente et les Nouveaux Millénaires un petit peu plus en évidence, donc je les ai mis ici sur une étagère centrale. Je trouve que comme ça on les voit beaucoup mieux, donc voilà, comme ça je préfère. Ici il y a une étagère que j'aime beaucoup avec les Ursula Le Guin, Robin Hobb, Ada Palmer, Nkechi Missine et puis Anne Leckie et comment elle s'appelle, Arcadie Martin. Donc voilà, ça c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et j'ai pas mal d'éditions poche que j'aime beaucoup les éditions J'ai lu en poche, et j'aime beaucoup les folios SF qui sont vraiment trop cool, vraiment. Je les trouve hyper chouettes et j'avais envie de les mettre bah voilà, plus en évidence, puisque avant ils étaient ici, voilà, sur ces étagères là, et en fait je sais pas si vous allez voir mais il y a quand même un gros rebord ici qui fait que bah finalement on les voyait pas beaucoup, donc voilà, ils étaient là, hop, tout ici, et ils étaient en double rangée, ils étaient un petit peu enfoncés au loin. Voilà, je trouve que comme ça finalement je vois mieux les livres que j'aime et ça me plaît plus comme ça, donc voilà, je vous fais une vision un petit peu d'ensemble pour que vous voyez. Ah oui, et aussi j'ai réarrangé les étagères du bas, forcément puisqu'avant il y avait les poches sur le haut, et j'ai ramené des graphiques qui étaient dans le bureau parce que je trouve que comme ça on en profite mieux. Donc j'ai mis tous les attaques des titans ici, là j'ai mis Akira, là j'ai mis Eden, et là il y a pas mal de, voilà, de romans graphiques un petit peu variés, quelques mangas ici. Et voilà, comme ça j'aime beaucoup le résultat, c'est bien rangé, j'aime bien le fait que ça soit très coloré comme ça. Voilà, du coup sur ce je vais vous laisser, je vais aller avancer mes lectures et puis je vous reprendrai plus tard. Alors rebonjour tout le monde, on se retrouve, on est vendredi et je viens de vous parler de La Cité diaphane d'Anouk Faure que j'ai terminé hier soir et qui a été vraiment une très bonne lecture, une vraie découverte de la plume et de l'univers de l'autrice. Il me semble que c'est son tout premier roman. C'est assez impressionnant je dois dire, parce qu'il y a vraiment, on sent vraiment un univers et une plume de l'autrice qui sont assez uniques et que j'ai adoré découvrir avec ce roman, même si je dois dire que je l'ai trouvé un petit peu inégal sur certains points, notamment sur le rythme et sur certains trucs qui concernent les personnages. Je trouve qu'il y a des motivations de personnages qui me semblent un petit peu exagérées peut-être, enfin je sais pas, il y a un moment où il y a un méchant, je trouve qu'il se fâche un petit peu vite et que les conséquences sont quand même énormes par rapport à l'outrage qu'il a subi. Enfin je sais pas, je trouve que c'est peut-être un petit peu poussé, enfin un petit peu exagéré, et bon bah c'est un peu embêtant parce que c'est quand même ça qui va motiver
les événements, mais je dois dire qu'à part ça c'était vraiment une très bonne lecture, notamment parce que c'est vraiment un roman qui nous emporte dans une ambiance extrêmement bien décrite, extrêmement prenante, avec des descriptions très immersive de la cité, de toute cette ambiance de cette cité. Je vais vous faire un résumé parce que là ça commence à partir dans tous les sens. On est dans un univers de fantasy dans lequel il existe des démons, de la magie, des dieux, des déesses, enfin une espèce de magie un petit peu occulte, magie dont on ne sait pas grand chose à vrai dire, mais qui est assez puissante parce qu'il va se passer des événements magiques quand même. On se dit ah oui d'accord, il se passe des vrais trucs. Et en fait on va suivre un homme qui est archiviste, qui est envoyé par son gouvernement à Roche-Étoile. Roche-Étoile c'est une ville très particulière qui était à la jonction entre le territoire humain et le territoire des démons, et qui a été placé, en fait c'est un grand lac et il y a une météorite qui est tombée dans le lac, qui a formé un énorme amas rocheux, et les habitants de Roche-Étoile ont construit une incroyable ville dans un style gothique comme ça, pleine d'arches, de tours, de pics, de sommets et tout au sommet de ce roc, et qui malheureusement a été totalement détruite. Alors pas la ville est restée debout, mais en fait tous les habitants ont été touchés par une malédiction. Les eaux ont été empoisonnées et tous les habitants et habitantes sont morts, ce qui fait que c'est désormais une ville morte, et l'archiviste a été envoyé à Roche-Étoile pour enquêter, pour découvrir ce qu'il s'est vraiment passé à Roche-Étoile avant que, que la ville tombe. Et il va arriver dans la ville, dans cette atmosphère brumeuse, il va traverser la forêt. Il traverse la forêt, ensuite il y a le lac avec les eaux noires qui sont empoisonnées, il passe le pont, il arrive dans cette ville très majestueuse avec une architecture très particulière que l'autrice va nous décrire. Les premières pages sont très descriptives puisque l'autrice va nous amener dans cette ville et va nous montrer voilà son univers, son ambiance. Et c'était très beau, très bien écrit, vraiment l'autrice a une très belle plume, très particulière, enfin qui va vraiment bien coller à l'ambiance de la ville et à l'histoire qu'elle raconte. On sent qu'il y a vraiment... c'est un livre qui fait vraiment un tout, à la fois il y a la plume, l'ambiance et l'histoire qui vont vraiment qui vont tous s'entremêler très bien je trouve, et ce qui fait que c'est un livre qui nous emporte vraiment dans un voyage en fait. Il n'y a pas d'éléments qui dissonnent, il n'y a pas d'éléments qui font casser cette illusion, cette ambiance en fait. On est tout le temps dans cet univers et bref, cet archiviste arrive dans la ville et il va découvrir qu'il reste 2 ou 3 survivants dans la ville qui ont l'air totalement fous, et il va essayer de leur tirer les vers du nez, de comprendre ce qu'il s'est passé, d'aller voir les archives, et on va vite se rendre compte en suivant l'archiviste qu'il y a des gros secrets liés à la magie, liés aux divinités, liés au prince et à la princesse de ce royaume, qu'il s'est passé des choses. Et au fur et à mesure du roman on va reconstituer le puzzle des événements, et il y a plusieurs révélations dans le roman qui nous font un petit peu passer d'un point de vue à l'autre. En fait, on a des révélations tout le long du roman et j'ai trouvé que c'était très bien fait parce qu'en fait on est tout le temps dans cet état de curiosité, on veut savoir, on veut comprendre, on veut savoir en fait ce qui se cache vraiment derrière la façade de Roche-Étoile, ce qui a motivé tout ça, quelle magie, quel dieu, quel personnage, qu'est-ce qui s'est passé. Un roman qui va traiter de plusieurs sujets mais qui va beaucoup parler d'amour, alors pas franchement d'amour romantique, mais plutôt vraiment d'un amour entre plusieurs personnes, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, et qui est un sujet très intéressant parce que ça nous montre à quel point l'amour peut être pur, ou l'amour peut pervertir des très bonnes choses en nous, en créant de la jalousie, en créant de l'envie, en créant des conflits, des rivalités, et je trouve que c'était très bien exploité. En fait le roman a un côté très conte, je trouve, une espèce de conte gothique, dark fantasy, un truc un petit peu comme ça, et c'est vrai que du coup comme dans les contes on a un côté un petit peu hyperbolique, exagéré des émotions de certains personnages et tout, même si ça veut pas dire qu'on n'a pas de nuances, parce qu'au contraire on a beaucoup de nuances dans les personnages. Enfin bref, je veux pas trop rentrer dans le détail parce que le livre est assez court, donc il se passe pas 4 milliards de trucs. Je dirais juste qu'à la fin on bascule dans un espèce de registre un petit peu étrange auquel je m'attendais pas du tout, qui m'a pas toujours convaincue. En fait j'aurais pas été contre une révélation en plus, un petit truc en plus pour mieux comprendre, enfin pour avoir plus de détails sur ce que c'était vraiment que ces trucs, mais c'était franchement intéressant. Enfin, en fait j'ai adoré le voyage parce qu'on voit vraiment l'imagination de l'autrice et on voit, enfin vraiment elle nous embarque dans son truc, dans son idée. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, je pense que j'en garderai le souvenir assez longtemps. C'est vrai que l'ambiance, l'architecture et même l'histoire, je trouve c'est assez saisissant et tout, et j'ai beaucoup aimé le fait que je vous avais dit la dernière fois, on a des illustrations de temps en temps, je crois sont des gravures faites par l'autrice, oui c'est ça, illustration intérieure par Anouk Faure, et ça je trouve que c'est encore mieux. On en a pas énormément, on doit en avoir 4 ou 5 peut-être, un petit peu plus, je sais plus, enfin j'ai pas compté, mais ça rajoute vraiment quelque chose au roman, parce que quand on tombe sur une illustration, en fait l'autrice nous partage encore plus son univers, encore plus sa vision des choses, et ça je trouve que c'est
assez génial et c'est vraiment ce que je recherche en livre. Enfin pas, il n'y a pas que ça que je recherche avec les romans, mais j'adore vraiment quand un auteur a une vision, a une voix, a un univers en tête et qu'il nous transporte du début à la fin du roman dans son truc, même si parfois c'est bizarre, même si parfois ça a un côté un petit peu arbitraire, même si voilà l'auteur fait pas de concessions avec son univers, il essaie pas de nous le rendre plus accessible ou plus facile ou plus lisse, mais il fait le pari de, bah voilà, de nous embarquer dans son truc avec ses bizarreries, avec... Enfin bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Enfin, je vais m'arrêter là, c'était très chouette, je suis très contente d'avoir lu ça et vraiment les éditions Argile, bah, j'ai très hâte de lire d'autres de leurs romans, donc voilà pour cette lecture et je crois que sur ce ça va être la fin du vlog. Le vlog doit déjà être assez long, bah là ça fait déjà 12 minutes que je parle. Donc on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.